tous. Donc la question qui me préoccupe dans mes recherches, c'est la suivante, c'est comment moi en tant qu'enseignante, j'ai été enseignante, comment moi en tant que formatrice, je peux tenter d'élaborer une grille de lecture des systèmes explicatifs spontanés qu'ont les sujets, les élèves au sens large, que ce soit des collégiens, des lycéens ou donc des étudiants qui sont en formation initiale pour devenir enseignants. En termes, pour cette grille de lecture, de ce que je vais appeler des registres explicatifs, qui organisent finalement les discours spontanés de ces élèves, mais aussi en termes d'obstacles aux apprentissages. Alors, sachant que l'enseignement de cette science concerne une science qui est donc relativement récente, on l'a vu toute la journée, le terme de l'immunologie n'a été créé finalement qu'au début du XXe siècle. Pour moi, pour élaborer cette grille de lecture, il est nécessaire d'aller analyser les savoirs et essayer de les analyser au plan plus épistémologique, c'est-à-dire essayer d'analyser les discours qui ont été produits par les différentes communautés scientifiques pour essayer de comprendre au cours du temps comment ces discours ont pu évoluer. De manière à comprendre les visions donc, qui se sont construites au regard de cette immunologie en fonction des données de terrain et des conceptions qui leur étaient associées. Et on découvre à la faveur des recherches que globalement, il y a 3 paradigmes principaux qui organisent les explications possibles du fonctionnement et de l'organisation du système de défense naturelle chez l'homme. Donc la question est bien, quels vont être les registres explicatifs transposés cette fois-ci en classe pour les élèves et pour quels obstacles. Donc il y a eu dans l'histoire des sciences un moment clé, je vais aller assez vite sur le retour sur l'histoire des sciences et sur l'analyse épistémo, mais elle est essentielle dans la didactique que je pratique pour essayer de comprendre comment les élèves raisonnent et ce qu'ils convoquent comme raison. C'est l'entrée dans le paradigme bactériologique. Effectivement, avant la découverte des microbes, les maladies avaient des causes qui étaient plutôt magiques, voire même religieuses. On observait les épidémies, on les expliquait par des souillures ou par des miasmes qui infectaient étrangement, simultanément, un grand nombre de personnes. Mais petit à petit, le problème s'est donc posé de l'explication de leur propagation. Avec l'entrée dans ce paradigme bactériologique et les travaux de Pasteur notamment, va se développer une théorie qui est la théorie donc infectieuse. Et l'immunologie devient une science qui désigne les défenses de l'organisme contre ces microbes. L'immunité fut alors redéfinie comme un pouvoir universel de défense du corps humain, ce que nous disait Thomas Pradeux par exemple dans un écrit en 2013. Dans la suite de ces travaux-là sur les bactéries, la virologie dans les années 50 prendra le relais des découvertes du monde de l'invisible. Et au final, Anne-Marie Moulin peut nous proposer cet item. La théorie des germes s'est bâtie sur la notion de spécificité microbienne. On va voir que ça a de l'importance dans les systèmes explicatifs. Donc, à partir de là, on peut considérer que la communauté scientifique a pu entrer dans un paradigme que l'on peut qualifier de paradigme défensif, c'est-à-dire qui essaye de répondre à la question pourquoi la vie persiste malgré tout dans un monde microbien. On voit bien que là, il y a eu au départ de ces différentes étapes un point de rencontre entre les études de la microbiologie, dont la bactériologie, et les études menées en immunologie. Sachant que des gens comme Pasteur ne connaissaient pas du tout le génome des bactéries et qu'ils expliquaient finalement la diversité de ces bactéries, notamment par des processus de transformation, pour expliquer que les réponses n'étaient pas toujours les mêmes, que tous les gens n'étaient pas forcément égaux, et ça s'inscrivait dans un paradigme finalement assez lamarckien pour expliquer ces processus. Alors, dans ce paradigme défensif, on pourrait inscrire les 2 écoles, l'école française dont on vous a parlé beaucoup aussi tout au long de la journée, avec les travaux de Pasteur et de Metchnikoff, qui dit qu'à un germe va correspondre une cellule, ou l'école allemande qui dit plutôt qu'à un germe va correspondre une molécule pour un microbe. Donc cette phagocytose est moins spécifique que la voie humorale, c'est pour ça que ça a pu développer de très nombreuses controverses scientifiques à l'époque.
Et malgré le fait que cette voie humorale semblait plus spécifique et donc mieux répondre à cette question, la découverte du complément, qui est associé aux anticorps et qui n'est donc pas très spécifique pour le coup, pouvait aussi remettre en cause cette théorie de la voie humorale. Donc une double action non spécifique et spécifique devait pendant très longtemps influencer la vision des réactions immunitaires dans l'organisme, notamment ces réactions qui sont liées au processus de primo-infection, puis par la voie acquise avec les travaux notamment sur la vaccination. On voit bien que spécificité, non-spécificité, on en a parlé tout au long de la journée, ou inné et acquis, sont des termes qui structurent encore les discours à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être aussi d'ailleurs les discours de nos élèves. Quoi qu'il en soit, ce paradigme défensif prétendait répondre à l'espoir de toute une société qui reposait sur cette notion de spécificité pour être capable de diagnostiquer ou de guérir des maladies infectieuses. Et même si des travaux comme par exemple les travaux de Fleck sur l'agent pathogène de la syphilis montraient bien la fragilité de la réaction antigène-anticorps, ces notions-là persistaient. Ce qui peut convaincre par la suite des sociologues des sciences comme Kuhn, qui a déjà été cité, je crois, de mémoire ce matin, que finalement, les faits scientifiques sont autant des élaborations issues de résultats expérimentaux que des élaborations purement conceptuelles. Dès lors, pour essayer de qualifier en classe ce paradigme défensif, on peut essayer de le transposer en termes de conditions de possibles que les sujets peuvent construire pour définir le système immunitaire. La première construction intellectuelle, c'est une vision très hostile de notre environnement. Tout ce qui est extérieur au corps est potentiellement dangereux parce qu'il est étranger. Il va donc y avoir la nécessité de reconnaître cet étranger, d'une part, et de lutter contre cet étranger, d'autre part, avec divers mécanismes qui peuvent entrer en jeu, les barrières naturelles, une certaine hygiène de vie, mais aussi la voie cellulaire non spécifique avec la phagocytose et l'utilisation de terminologies telles que macrophage au sens large, ou l'immunité acquise avec une voie plus spécifique qui est la voie des anticorps. Sans que pour autant, dans cette approche défensive, il n'y ait de lien, de mise en lien, qui soit réalisé entre cette voie de la phagocytose et cellulaire et la voie humorale. Ni non plus qu'il y ait forcément des régulations qui soient à l'origine de ces explications, et simplement l'idée de mobiliser soit des cellules, soit des molécules plus ou moins spécialisées, et aussi bien sûr le rôle prépondérant des médicaments dans cette vision pour lutter contre les maladies. Par ailleurs, le fonctionnement de ce système relève d'un fonctionnement tout à fait alternatif, parce que très ponctuel en fonction des attaques que subissent notre organisme, et nécessite une mise en mémoire si jamais l'intrus devait se présenter une seconde fois. Donc ce système est aussi compris dans une approche assez organisationnelle de la vie, où des organes centraux semblent tout à fait incontournables pour expliquer les réactions naturelles de défense, des structures clés, et puis, comme je le disais, des acteurs cellulaires ou moléculaires sans régulation, ce qui a conduit Guy Rumlar, par exemple, à dire que c'est un système de protection qui s'avère nécessaire contre les agressions extérieures. À l'intérieur, pour employer une certaine métaphore guerrière, on va dire, à l'intérieur des murs de la cité, les limites de la cité sont assimilées aux limites du corps humain. Cette vision dichotomique sera renforcée par l'étude des réactions allergiques, dont on nous a parlé tout à l'heure, qui était jugée tout à fait indésirable, donc assez incompréhensible, et par contre des actions de lutte contre les microbes qui, elles, étaient perçues et sont perçues toujours comme tout à fait bienfaitrices.
La bascule, cette fois-ci, dans un autre système qui relève d'un paradigme sélectif avec l'avènement de la biologie moléculaire dans les années 50. Donc, je vais passer sur peut-être citer tous les auteurs. Hein. J'ai retenu Landsteiner qui a travaillé sur les aptènes, ce qui permettait d'élargir cette notion d'antigène à des molécules qui ne sont pas des molécules microbiennes. Ça, c'est passé entre les deux guerres. Donc l'immunité est conçue cette fois-ci comme une fonction qui devient non plus alternative mais permanente. Et les travaux sur les anticorps ont développé d'autres controverses que celles que j'ai précédemment citées, et notamment la controverse de la théorie instructive contre la théorie sélective, qui préconise que c'est la multiplication des anticorps qui est provoquée par la fixation de l'antigène. Voir les travaux de Gern et puis de Burnett. C'est donc un clone de cellules mémoire qui permet de comprendre la survie des organismes, nous explique Anne-Marie Moulin dans son écrit de 2013, à l'épreuve de leur milieu. La sélection de clones préexistants va s'établir avec des messagers de type interleukine, et donc, parallèlement à cette théorie sélective, se développe la théorie des langages de communication. On sait que dans les années 70, pour aller plus vite, les travaux sur les anticorps monoclonaux vont finalement conduire à comprendre et à mettre en œuvre un véritable fantasme, si j'ose dire, de la spécificité absolue, avec un modèle, une congruence totale entre l'antigène et l'anticorps, et on a bien vu que ce n'était pas tout à fait le cas, et que c'était tout à fait à remettre en cause. Qui renforce certes des connaissances également sur les antigènes tumoraux ou viraux, mais au détriment notamment de la voie de l'immunité innée. Quelles sont les conditions, pour résumer, donc, des possibles pour définir un système immunitaire dans une approche plus sélective? Toujours la persistance du couple spécifique-non spécifique, avec la nécessité de la reconnaissance. Un élargissement de la discrimination, je vais employer les termes de soi et de non-soi, aux molécules qui ne sont pas microbiennes. Un antigène qui sélectionne des clones d'anticorps de par sa fixation pour créer donc des clones de cellules mémoire. Et enfin, la possibilité de sélection également négative selon les cas, pour ce qui relève des processus de tolérance. Ce système a donc une fonction permanente de surveillance du soi relativement au non-soi, mais la vision reste toujours assez organisationnelle, avec des organes clés de voûte, qui sont les organes lymphoïdes et hématopoïétiques, même si là, la nécessité de la communication entre les acteurs cellulaires existe via des molécules qui étaient initialement nommées les interleukines. Enfin, on peut toujours se poser la question, et la communauté scientifique se posait toujours la question de où commence l'infection. Et cela a permis l'entrée dans un troisième paradigme qui est qualifié de cognitif, puisque à la fin des années 70, la réaction immunitaire de base est fondée cette fois-ci sur une double reconnaissance, qui est celle des antigènes donc exogènes dont nous avons parlé jusqu'à maintenant, portés par des cellules spécialisées, et celle des antigènes du soi, qui sont portés par ces mêmes cellules spécialisées. C'est-à-dire, je fais référence au complexe majeur d'histocompatibilité, dont M. Kurilski a énormément travaillé sur cette question-là. Donc, ce système prend une signification de la reconnaissance, finalement, d'un non-soi dans un contexte du soi, ce qui complexifie l'affaire, comme nous l'explique Anne-Marie Moulin. Donc, cette immunité est reconnue comme une fonction permanente, mais assez stable, finalement, du fait des études menées également en parallèle au niveau des bactéries, et aussi par la découverte de la notion des porteurs sains, entre guillemets. Finalement, cette communauté scientifique est même amenée à débattre la nécessité de reconnaître un soi non infectieux et un non-soi infectieux, alors que la tolérance de notre système immunitaire est tout à fait évolutive tout au long de notre vie, puisque notre organisme peut faire varier des seuils de réponse en fonction de quantité ou de type d'antigène ou de cellules concernées.
Donc on voit bien que la complexité va croissante dans la vision du système immunitaire. Si la division est trop stricte finalement entre le soi et le non-soi, ça prive le corps d'une dynamique adaptative, j'ai gardé le terme adaptatif, qui est nécessaire face à un environnement qui est lui-même en continuel changement, en continuelle modification. Et c'est peut-être une des clés d'entrée pour enseigner les programmes de l'immunologie. Alors, je vais aller assez vite sur ces conditions de possibilité. Ça résume ce que j'ai dit précédemment. Ce système immunitaire est conçu comme une idée tout à fait régulatrice dans ce paradigme cognitif, avec des réactions de communication entre les différents acteurs, des signaux qui s'échangent entre les sites récepteurs des cellules et les facteurs qui circulent dans le milieu, de type par exemple cytokines, et qui sont tous interdépendants tant au niveau de l'espace qu'au niveau du temps. Donc c'est très difficile au final de normer le système immunitaire. M. Kurilski l'a très bien expliqué ce matin. Le couple infection-immunité est un bon modèle de la maladie, mais il est complexe, il est instable, ce qui est tout à fait gênant conceptuellement. Tout dépend du contexte de ces interactions entre les molécules et les récepteurs, ce qui finalement à l'échelle humaine, et je me dis à l'échelle d'un collégien, a bien peu de signification. Je me pose la question aussi pour les élèves de Terminal S et pourquoi pas pour les futurs enseignants. Effectivement, il faut qu'on arrive à se projeter dans une perspective de réapprendre à vivre avec un monde microbien qui est hyper évolutif, alors que les organismes sont des lents progresseurs ou des non-progresseurs ou de mauvais répondeurs, comme nous dit encore Anne-Marie Moulin dans son texte de 2013. En conclusion, j'ose, sur les conseils de M. Rumelard, poser la question de pourquoi pas, actuellement, la communauté scientifique ne serait-elle pas en train d'évoluer et d'entrer finalement dans un quatrième paradigme, qui serait une vision tout à fait écologique de la maladie, avec un concept du soi qui évolue de la même manière, alors que l'organisme baigne dans ce monde microbien qui oscille entre la pathologie et le commensalisme. On a pas mal parlé du microbiote tout au long de la journée également. Microbiologie et immunologie se retrouvent bien à nouveau fortement intriquées. Les bactéries intestinales peuvent être considérées, selon M. Kurilski, comme un organe immunitaire, peut-être par d'autres scientifiques aussi d'ailleurs, et c'est bien le corps qui guérit, aidé seulement par la médecine. Comment définir ce concept de système ? Un système ouvert sur son environnement, en perpétuel remaniement, à la fois complexe, robuste et composé de modules. Le vivant présente deux faces, la vie et la survie, nous dit encore Philippe Kurilski. Ça peut être un postulat de départ qui pourrait, selon ce même auteur, inspirer une manière différente d'enseigner l'immunologie. La conception de l'immunité renvoie à un ensemble de dispositifs qui sont dirigés tant vers l'intérieur que vers l'extérieur de l'organisme. Et ce système recouvre des dispositifs qui luttent contre les hasards de la vie, qui sont la face cachée du vivant, celle de la survie, l'indispensable pendant de la vie, nous dit-il encore. Au final, la diversité et la spécificité se conjuguent pour produire une complexité tout à fait incroyable, propriété du vivant. Notre système immunitaire est composé de modules, de robustesse qui lui permettent de fonctionner malgré des aléas parfois contradictoires. Et il relève d'une conception de la vie qui, cette fois-ci, n'est plus une conception en tant qu'organisation, mais bien une conception en tant qu'information. Je renvoie à la lecture de Canguilhem sur ce propos. Quels sont alors les fondements des discours spontanés des élèves ? Donc je vais faire un détour par les collégiens, puis un peu les lycéens, et je terminerai par les étudiants de master pour voir comment eux, ils perçoivent spontanément cette notion-là. Alors ça relève dans la didactique, qui est la science qui essaye de comprendre comment résonnent et comment peuvent fonctionner les élèves, d'un dispositif qu'on appelle l'évaluation diagnostique, que vous connaissez, et qui s'est pratiqué ici avant
tout apprentissage. On est bien d'accord qu'on n'a pas démarré les cours d'immuno. Voilà. Alors la consigne était la suivante. Ça a été donné individuellement à une cohorte d'élèves de collégiens. Ça correspond à peu près, dans mon corpus, à 90 élèves, 3 classes de 3e. Suite à une entrée de microbes dans notre organisme, comment notre corps peut-il guérir alors qu'on ne prend pas de médicaments? Quels sont les mécanismes de défense de notre corps humain? L'idée était, dans le « alors qu'on ne prend pas de médicaments », de passer d'entrée de jeu d'une conception du tout médical, le médicament qui sauve l'individu, à une conception, on va dire, plus immunitaire, si j'ose dire, si je peux employer le terme, pour essayer d'expliquer vraiment la lutte, de les faire rentrer dans des explications de la lutte contre les infections microbiennes. Donc ces réponses peuvent être catégorisées, puis analysées en termes, je vous le disais, de registres explicatifs, donc qui essayent d'organiser un peu les discours, et puis en termes d'obstacles éventuellement qu'elles peuvent contenir. Première catégorie de réponses, minoritaire, je dois bien l'avouer, on guérit tout seul. C'est magique, il suffit de se reposer, de rester au lit bien au chaud, ça marche, c'est vrai que ça peut marcher. Et ça révèle donc un registre qui n'est pas du tout, bien sûr, dans ce qu'on voulait atteindre, donc un registre explicatif non immunitaire, et un obstacle très anthropocentrique, puisque c'est l'homme, le magicien, qui arrive à guérir tout seul. Donc aucune explication. Deux écoles vont pouvoir s'affronter dans une classe de 3e. Une première école où on va trouver un rôle tout à fait prépondérant des globules blancs. Donc ces globules blancs, soit ils fonctionnent tout seuls, ils peuvent, vous voyez sur la production de droite, constituer de véritables barrières qui empêchent le méchant virus de rentrer dans l'organisme. Ou bien, dans la production de gauche, éventuellement, ils peuvent être aidés par des gentils microbes. Donc on voit qu'il est question de se défendre en empêchant l'entrée. On peut parler d'un registre explicatif de type défensif, si on compare cette barrière à un bouclier. Et la conception qui est ici exposée relève d'un obstacle que l'on qualifie en didactique de, c'est un peu compliqué, je vais l'expliquer, primat de la perception, c'est-à-dire qu'en fait les microbes sont perçus soit comme bons, soit comme mauvais, soit comme des guerriers qui attaquent, soit il y a des systèmes de défense. Voilà, ce qu'on appelle le primat, c'est vraiment la perception première qui prend le dessus sur tout le reste. Et puis aussi, relève d'un deuxième obstacle qu'on pourrait qualifier de la pensée catégorielle, donc là aussi je vais expliquer, c'est-à-dire qu'en fait, pour ces élèves, eh bien, ils ont une vision assez homogène de tous les mécanismes, que ce soit au niveau macroscopique ou au niveau microscopique. Ça marche à peu près de la même façon. On aurait la barrière des muqueuses ou on a la barrière des globules blancs, ça marche exactement de la même façon. Ce concept de barrière peut se retrouver donc élargi effectivement aux muqueuses, avec l'aide des plaquettes qui peuvent reboucher les trous. La défense peut également s'expliquer par une action plus mécanique qui est celle de se moucher. Donc on voit bien que là, les élèves doivent mobiliser des connaissances ou tout simplement des choses qu'ils ont pu observer dans leur propre milieu. Et puis toujours ces globules blancs qui sont omniprésents. Donc on retrouve un registre explicatif de type défensif qui est construit à partir du couple organisme-agent pathogène qui soutient une métaphore tout à fait guerrière de l'attaque et de la défense, comme nous l'a expliqué Guy Rumlar dans son texte de 2005. Et on retrouve les mêmes types d'obstacles, les bons, les mauvais, les bons et les méchants, et finalement une façon tout à fait homogène de réagir, que ce soit à l'échelle macroscopique ou à l'échelle microscopique. La fièvre peut également être convoquée. Donc là, on a affaire à un élève de 3e qui a quand même quelques connaissances sur la composition du sang et qui nous explique que les bactéries vont s'attaquer de manière préférentielle aux globules rouges. Pourquoi les globules rouges? Parce que les globules rouges, ce sont les bons. Ils contiennent notamment des ressources dans la tête de cet élève-là.
C'est très important pour la vie, c'est très important pour survivre, donc les bactéries vont s'attaquer de manière préférentielle à ces globules rouges, et ce sont les globules blancs qui vont s'ériger en défenseurs. Ils sont même capables, ces globules blancs, de demander au cerveau d'augmenter la température pour aider à éradiquer les ennemis. On retrouve un obstacle du primat de la perception et de la pensée catégorielle, mais aussi un obstacle plus anthropocentrique avec des acteurs qui sont perçus là tout à fait comme des guerriers. La vie est bien conçue comme une organisation avec des cellules qui sont tantôt victimes, des cellules qui sont tantôt les combattantes. Si maintenant on fait un petit détour pour essayer de comparer ce qui se passe dans une classe de Terminal S. Donc les élèves de Terminal S ont passé plus de 2 ans, enfin ils arrivent la 3e année après la 3e, hein, donc ils n'ont pas reçu d'autres enseignements sur l'immunologie. Hein. Le dispositif évaluation diagnostique est le même. Il a été davantage contextualisé en nommant certaines maladies, en donnant des données d'effectifs, par exemple la diphtérie qui tuait encore à la fin du 19e siècle 19 000 enfants. Donc on leur demande d'expliquer de la même manière comment les individus peuvent guérir suite à l'infection alors qu'ils ne prennent pas de médicaments. On demande en plus une définition du terme microbe et on demande aussi d'expliquer pourquoi certains vont devenir résistants dans le cas où ils seraient confrontés à nouveau aux microbes. Peu ou pas d'explications. Première typologie que l'on retrouve, avec des verbes quand même tout à fait métaphoriques comme combattre. Hein. Il faut combattre absolument les méchants microbes, mais c'est aussi grâce aux médicaments et aux vaccins, parce que ça va préparer des anticorps pour la lutte. La résistance s'explique par la mort des cellules qui sont infectées et par l'existence de barrières. Donc on retrouve une conception soit du tout médicale, malgré la consigne, et les mêmes obstacles que ceux que j'ai précédemment cités. Prépondérance des globules blancs, nécessité de la mémoire. On voit par exemple sur le schéma de droite que la résistance s'explique parce que les globules blancs reconnaissent le microbe directement et le détruisent. On peut se demander s'il n'y a pas une confusion entre globules blancs et une espèce d'anticorps, je ne sais pas trop ce qui est représenté là sur le schéma. Donc on est toujours dans un registre qui est de type défensif, avec la nécessité de la mémoire et les mêmes obstacles. Je vais aller vite parce que je suis très en retard. L'hygiène de vie aussi peut être tout à fait mobilisée, hein, une conception assez hygiéniste. Il faut vivre dans des conditions très saines pour ne pas tomber malade. L'existence des barrières naturelles. Les anticorps expliquent cette fois-ci la guérison et expliquent aussi la résistance à la maladie. Les anticorps, mais aussi éventuellement des processus de mutation peuvent expliquer pourquoi on guérit ou pourquoi on peut devenir résistant. Toujours la nécessité de la reconnaissance et de la mémoire. Ces microbes peuvent nuire. S'il y a plus d'anticorps, alors on sera de plus en plus résistant. Donc il y a quand même la notion de mémoire qui intervient. La lutte mécanique peut être associée aux deux typologies précédentes, c'est-à-dire la voie des globules blancs avec la phagocytose et puis la voie des anticorps. Donc on est toujours dans un registre extrêmement défensif. Je vais un peu plus vite. Et puis, on peut arriver quand même à des productions où il va y avoir détection de l'étranger qualifié d'antigène qui est bloqué par les anticorps qui sont produits par des lymphocytes, alors que d'autres globules blancs peuvent aussi agir, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Et qu'il peut y avoir nécessité d'organes tels que la moelle osseuse pour nous défendre, mais ce sont quand même essentiellement les anticorps, là encore, qui tiennent le premier rôle. La spécificité des microbes peut être reconnue par ces anticorps dans d'autres lieux qui sont cités ici, les ganglions, mais aussi la phagocytose ou la mémoire. Bref, vous voyez que je peux multiplier les exemples. On retrouve toujours à peu près le même type de système qui s'inscrit dans un registre défensif avec les mêmes obstacles. Ces élèves peuvent dire, pour certains, que ces microbes évoluent en Terminal S. Ils peuvent également dire qu'ils sont partout autour de nous. Ils peuvent d'eux-mêmes mobiliser soit la voie cellulaire, soit la voie humorale, mais quoi qu'il en soit, les anticorps ont un rôle tout à fait particulier qui est le fait de reconnaître, mais aussi de détruire.
Au final, on retrouve un obstacle qui est un obstacle lié finalement au finalisme dont on a parlé aussi tout à l'heure, et un obstacle très anthropocentrique. Je terminerai sur cette production de Terminal S, là, où on voit bien les méchants qui sont représentés avec un air pas très sympathique, le microbe, hein, et les gentils tout autour qui essayent de lutter tant bien que mal pour essayer de détruire l'ennemi. Ils sont là parce que voilà, c'est très important qu'ils soient là pour pouvoir défendre notre organisme. Donc on voit que finalement, au niveau de l'explication, ça ne va pas très loin. De manière récurrente, que ce soit au collège ou au lycée, essentiellement un registre défensif qui est mobilisé par nos élèves spontanément. Hein, ils sont dans une vision tout à fait hostile de notre environnement. Ils peuvent mobiliser des connaissances, mais ils ne font aucune mise en lien entre les différents acteurs qui sont mobilisés. Chacun remplit son rôle et c'est ça l'essentiel. Les mêmes obstacles et bien évidemment cet obstacle du finalisme avec une vie qui est tout à fait conçue comme une organisation. J'ai 2 minutes pour les étudiants de master. Pour le master, la difficulté pour la filière dans laquelle j'interviens, c'est que j'ai une très grande hétérogénéité de mes étudiants, parce que ce sont des étudiants qui tantôt ont une licence 3 de SVT, tantôt peuvent avoir une autre licence, peuvent venir de masters diverses et variés, puisque moi j'interviens en formation initiale, c'est-à-dire que j'interviens sur des personnes qui se destinent à devenir enseignants. Donc qui ont des masters de biologie, des masters de géologie, voilà, très très hétérogènes. Ce qui fait que sans doute que les résultats que je vous présente ici ne seraient pas les mêmes si vous deviez officier, si j'avais dû officier auprès d'étudiants qui ont suivi des réelles études avec de l'immunologie, voilà. Mais bon, c'est quand même intéressant puisque ces gens-là vont devenir des enseignants. Hein. Alors, on va découvrir qu'il faut détruire le microbe, que ces microbes, c'est très embêtant parce qu'ils peuvent quand même muter, hein, mais voilà. Les allergies, éventuellement, peuvent être évoquées dans les explications. Il faut le reconnaître. Les macrophages, par la phagocytose, ont un rôle prépondérant. Et la résistance, ma foi, est très variable d'un individu à l'autre. Voilà une production qui contient tout à fait les mêmes obstacles que des collégiens ou que des lycéens, alors que nous avons affaire à quelqu'un qui a un bac +5. L'altération des conditions de vie peut aussi favoriser la propagation de ces microbes. Hein, on retrouve une conception presque hygiéniste quelque part, reconnue cette fois-ci non plus par des macrophages mais par des anticorps spécifiques. Donc on retrouve la controverse entre les deux écoles, hein, tantôt la cellule, tantôt la molécule pour lutter contre, qui vont neutraliser cet antigène. La mémoire s'explique par une résistance parce qu'elle permet une production accrue de ces anticorps. On retrouve le même type de registre, mais cette fois-ci, c'est la voie humorale qui est privilégiée. Certains arrivent quand même à parler des protéines qui sont à la surface des bactéries et expliquent que si ces protéines mutent, eh bien, super, on ne va pas tomber malade parce qu'elles vont plus être reconnues. Voilà à peu près où on en est au niveau de l'explication. D'autres parlent de réactions inflammatoires, bref, je vais passer là-dessus, peuvent employer un vocabulaire peut-être un petit peu plus développé, de lymphocyte B, de plasmocyte, de lymphocyte T, mais sans aucune corrélation, jamais de mise en lien entre ces différents acteurs. Et un second registre apparaît quand même dans l'explication de ces étudiants de master. C'est un registre que l'on pourra qualifier de davantage sélectif, comme je disais tout à l'heure, mais nous n'irons jamais jusqu'au registre cognitif dans les explications. Ce sera la conclusion que je pourrais apporter sur cette étude qui a été menée sur plusieurs dizaines de productions initiales. Voilà. Donc, on voit qu'on a rarement, quand même, pour conclure là-dessus, une vision systémique, dynamique, adaptative du fonctionnement du système pour les étudiants de master. Il n'est sans doute pas question que ça soit déjà construit. C'est un des enjeux, sans doute, donc à construire pour les élèves de Terminal S. Hein. Et on peut, pour concevoir un projet d'enseignement, je vais peut-être m'arrêter là, j'ai plus le temps. Ouais, je vais m'arrêter là.
se dire qu'en tout cas, il est évident que si on regarde ne serait-ce que le programme de troisième, on voit bien que la notion qui prédomine, c'est la notion de la prévention, de la protection de l'organisme. Hein, c'est ce qui prédomine dans le discours du BO de troisième. Et on se dit que la démarche d'investigation, qui est l'outil qui doit permettre à nos élèves de construire les différentes notions, eh bien, cette démarche d'investigation doit servir à expliquer deux choses, je conclurai là-dessus. Construire la prévention de la contamination, c'est-à-dire être en capacité de définir ce que c'est que les micro-organismes, leur biodiversité, si j'ose dire, s'ils sont pathogènes ou s'ils ne le sont pas, la prévention avec l'asepsie, l'antisepsie, la vaccination, le sérodiagnostic et l'usage du préservatif, donc tout ce qui relève de la prophylaxie, ça c'est ce qui est préconisé dans le programme de troisième, mais aussi donc l'explication du rôle des antibiotiques. Donc il faut essayer de bien distinguer les problèmes qui relèvent de la microbiologie, à mon sens, des problèmes qui relèvent de l'immunologie. Voilà, ça me semble tout à fait important. Et puis cette démarche d'investigation, au niveau de la démarche plus expérimentale, doit servir aussi à expliquer les principales réactions au cours d'une infection microbienne, la voie innée, la voie adaptative, humorale ou cellulaire. Je vous remercie de votre attention.